Je suis Damien Meyer, je suis photographe titulaire à l'agence France Presse depuis bientôt 18 ans. J'étais en poste dans l'Est de la France, également à Paris. Je suis allé à Milan où je travaillais aussi également à Rome en Italie. Et depuis 10 ans, désormais, je suis en Bretagne, à Rennes. Pour réaliser ces images sous l'eau, on utilise un boîtier robotisé. J'ai dû passer un brevet de plongeur en bouteille, simplement pour une histoire de sécurité. Comme ça, j'avais le droit de poser ce boîtier à seulement 3 mètres sous l'eau, mais on en avait besoin. On arrive avec 60 kg de matériel, bien avant le début des épreuves. Il faut poser ce boîtier grâce à un joystick. C'est un petit peu comme un jeu vidéo. On peut suivre les nageurs. Puis quand l'image semble bonne, on appuie tout simplement sur un bouton. On déclenche avant que le visage du nageur soit correctement sous l'eau. Et là ensuite, ça prend quelques secondes quand même, l'image apparaît enfin sur l'écran de l'ordinateur. C'est toujours un petit peu le petit moment magique. Le bon moment, c'est lorsque la tête du nageur se trouve sous l'eau. Comme ça, on voit bien son visage, on voit bien son expression. Il faut qu'il y ait un beau mouvement. Il y a des images qui sont très graphiques. On voit aussi la technique des nageurs. Que les nageurs, certainement, on a l'impression qu'ils volent. On voit quand même des choses un peu inédites. C'est un angle de vue qu'on ne voit pas souvent. Pour la danse synchronisée, on a une chorégraphie aquatique sous l'eau, qui est invisible la plupart du temps par le spectateur moyen. Et donc pour ces images, oui, on s'éclate, on s'amuse. Le résultat en vaut la peine. À l'agence France Presse, on est journaliste, mais en même temps, si on peut sortir une belle image qui va faire rêver, eh ben, là on a gagné. Je suis photographe freelance, comme on dit, indépendant, depuis une dizaine d'années. Voilà, j'habite à Vannes, dans le golfe du Morbihan. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le sauvage. Je cours après ça. Voilà. Donc dès qu'il y a même des petits endroits préservés, moi c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que je recherche. En 2011, j'ai réalisé la traversée du désert de Gobi à pied, un reportage où j'ai suivi un groupe d'aventuriers qui ont traversé le désert de Gobi d'est en ouest. Donc ça, c'est un projet qui a été publié dans le magazine Terre Sauvage, sur une dizaine de pages. Le désert de Gobi, c'est une terre d'extrême, c'est-à-dire qu'il peut faire moins 40 l'hiver et plus 45 l'été. Là, on quittait l'hiver. Et au fur et à mesure de la marche, on est rentré dans les grosses chaleurs. Voilà. Donc on a eu des orages violents, tempêtes de sable. Voilà. On a rencontré toutes les conditions sur 2 mois qui peuvent se rencontrer dans ce désert-là. C'était une aventure passionnante, dure. J'avais dû perdre une dizaine de kilos, comme tout le monde. Mais c'était fantastique, j'en garde un très bon souvenir. Il y avait 13 aventuriers, accompagnés de chameaux de Bactriane, les chameaux d'Asie centrale, qui portaient les affaires, et on avait également un support avec 3 Mongols qui nous, en cas de pépin, ou qui pouvaient nous aider à trouver des puits par exemple pour trouver de l'eau. C'est un désert très dur, mais c'est très très beau. Vraiment, il y a plein de couleurs en fait. C'est très minéral, comme beaucoup de déserts. Il y a très peu de sable, donc on marche sur de la caillasse toute la journée. Par contre, il y a plein de variations de couleurs. C'est assez fascinant pour ça. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Ce que je voulais montrer, c'était déjà l'immensité de ce désert, cette sensation d'espace, cette espèce de vertige horizontal en fait. On est loin de tout, donc j'ai essayé de mettre de l'espace sur mes images. Par contre, ce à quoi on ne se prépare pas, c'est que en fait, vous êtes un groupe d'une dizaine de personnes et c'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce. Vous êtes dans un endroit immense. Mais avec la fatigue, voilà, les premières semaines, tout se passe bien, et puis après il y a une petite accroche, et puis voilà, il y a des tensions qui apparaissent, et puis vous n'avez pas vraiment moyen de vous échapper. Vous pouvez marcher un peu devant et tout ça, mais il y a les repas, il y a les... Voilà. Et donc, comme beaucoup d'aventures, ça devient une aventure humaine au bout d'un moment. Au début, c'est physique, et après, ça devient une aventure vraiment humaine.
Gaël Clorec, photographe indépendant basé à Saint-Brieuc en Bretagne. Je suis photojournaliste. Je fais partie de 2 agences, une qui se situe à Rennes qui s'appelle Andia, la deuxième qui se situe à Marseille qui s'appelle Le Pictorium. Et donc nouvellement, je viens de créer un studio dans le centre de Saint-Brieuc, un studio dédié au portrait. J'avais vu quelques reportages à propos des soignants et à mon tour, j'avais envie aussi de leur rendre hommage. J'ai contacté l'hôpital Yves Le Foll de Saint-Brieuc pour leur demander s'il était possible de faire une série de portraits chez eux. Il y a eu des contraintes administratives dans le sens où il a fallu avoir l'accès, parce qu'on ne rentre pas dans un hôpital comme ça avec tout son matériel photographique. Et puis il y avait le Covid en place dans les hôpitaux, donc il a fallu prendre son temps. Ça a pris 2 mois et demi avant que je rentre dans l'hôpital. Le reportage a été diffusé sur le site de l'Agence nationale des iconographes et a reçu un coup de cœur à Visa pour l'image à Perpignan. En fait, à chaque soignant, j'ai fait 200 portraits dans 7 services, les urgences, le SAMU, la radio, l'assistance sociale, kiné, etc. 200 portraits et à chaque personne, j'ai fait une image avec le masque, une image où au moment où ils enlèvent le masque, 3e image sans masque et 4e, on le remet. Et c'est lorsque j'ai débriefé que je me suis aperçu que c'était l'entre-deux qui était vraiment top. En termes de message, en fait, il nous parle beaucoup, ce sujet, parce qu'il se reflète beaucoup en nous, ce masque qui nous énerve, qui nous aveugle, qui nous fatigue, avec lequel on s'en mêle dans nos lunettes. Le masque est vraiment emblématique de cette pandémie. Dès le départ, on ne savait pas s'il fallait le mettre, s'il allait nous protéger, s'il allait nous embêter. Le masque a été une vraie problématique de cette pandémie. Il a été volé sur les tarmacs, on n'en avait plus, il n'y en avait pas dans les supermarchés, on n'en avait qu'à compte-gouttes. Et encore aujourd'hui, le masque, c'est quelque chose, si on ne le porte pas, avec lequel on a une amende, le masque est vraiment un révélateur pour nous de cette pandémie. Qui nous aurait dit en 2018 qu'aujourd'hui on porterait un masque au quotidien? Personne. Je m'appelle Jean-Claude Moschetti, je suis photographe, je vis et travaille en Bretagne où je réalise des photos pour la presse, principalement pour des magazines. Parallèlement à ces travaux, je m'intéresse depuis une quinzaine d'années aux phénomènes religieux en Afrique de l'Ouest et au culte traditionnel. Ces photos sont destinées soit à la presse, soit à être présentées en galerie. Les photos présentées dans cette édition de Report Images sont extraites d'un travail personnel, plus vaste sur les Egougouns. Alors les Egougouns, c'est le nom d'une société secrète vaudou au Bénin qui est liée au culte des ancêtres. Les Egougouns, ce sont des revenants, des morts qui reviennent sur Terre pour aider et guider les vivants. Ils apparaissent à l'occasion de cérémonies privées pour des baptêmes ou des deuils et également pour des cérémonies festives sur la place publique. Les photos ont été réalisées à l'occasion des funérailles d'une doyenne d'une famille assez prestigieuse de Porto Novo, qui est la capitale économique du Bénin. Et dans cette famille, la tradition veut que le cercueil du défunt soit promené dans son ancien quartier, là où elle vivait. Et cette balade, entre guillemets, se fait accompagner par les revenants, par les Egougouns, qui sont là pour l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà, pour qu'elle soit un petit peu moins seule. Et c'est une cérémonie qui est particulière à cette famille, qui est finalement très très rare. Alors j'ai choisi de travailler sur ce sujet, d'abord parce que c'est très visuel, donc pour un photographe c'est une bonne raison déjà, et puis c'est un sujet qui a un lien direct avec le travail du photographe. Le revenant entretient la mémoire des personnes disparues, et le photographe c'est un personnage un peu bizarre qui collectionne des moments de vie passés. On fait un petit peu le même boulot, quoi. On travaille tous les deux sur la mémoire. Il se trouve que j'ai été invité à faire ces photos, donc je n'ai pas eu à négocier, on peut dire que de ce côté-là ça a été facile. Par contre ma présence a quand même agacé certaines personnes. Je suis quand même un blanc dans un culte très secret. Et à plusieurs reprises on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille voir ailleurs et pas toujours avec diplomatie. En plus finalement les photos les plus fortes, j'ai pas pu les faire. Alors c'est assez frustrant pour le photographe, mais d'un autre côté, après réflexion, je me dis que c'est pas plus mal. C'est quand même une invitation à aller vivre les choses plutôt qu'à les regarder imprimées sur du papier ou sur un écran. J'aimerais bien que les gens retiennent de ces photos
C'est que le vaudou, c'est pas uniquement ce qu'on peut voir au cinéma, des histoires de sorcellerie avec des poupées dans lesquelles on plante des aiguilles, mais quelque chose de plus profond et de plus beau. Je m'appelle Julien Hermine, je suis photographe indépendant basé à Rennes et j'ai 38 ans. Je collabore avec de nombreux magazines et journaux et principalement avec 2 agences indépendantes. Je travaille essentiellement sur des thématiques humanistes, à savoir des reportages à l'étranger sur toutes les questions que j'estime en tout cas les plus fondamentales concernant l'avenir de l'homme avec un grand H. Zone de guerre, zone de conflit, les sujets autour des déplacés, des réfugiés, de la pauvreté. J'ai choisi le sujet sur les déplacés du Burkina parce qu'on n'en parlait pas beaucoup et que c'était un sujet qui prenait de l'importance autour des déplacés, des tensions djihadistes qu'il y avait dans le nord du pays, qui est en zone rouge écarlate au niveau de toutes les exactions qui se passent là-bas et qu'il y avait 1 million de personnes au printemps de 2020, 1 million de personnes sur les routes qui ont fui leur chez eux pour fuir ces exactions. Donc je suis parti documenter ce sujet-là. Pour comprendre l'envers du décor, c'est une ville de 20 000 habitants. Il y avait 115 000 personnes dans cette ville, donc 6 personnes sur 7 étaient déplacées. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Et je trouve que la couverture d'informations autour de ce sujet a été relativement faible. Donc au moins, c'est essayer d'amener une forme d'information ou d'émotion, parce qu'il y a plein de gens, déjà, on n'est pas au courant qu'il y a tous ces problèmes dans la zone sahélienne. C'est la première fois que je n'ai pas l'autorisation, de par les autorités, de travailler. On n'avait absolument pas le droit de faire des captations photos et vidéos sur ce sujet des déplacés pendant la période où j'y étais. Et j'ai appris ça évidemment sur place. Il y a eu 2 problèmes en termes de temporalité qui sont posés. Déjà, l'interdiction de travailler de par les autorités. Mais à côté, je suis parti 1 semaine avant le confinement du Covid. Je devais rester 3 semaines sur place. J'avais pas le droit de travailler ici. Tous les aéroports étaient en train de fermer. Mon vol a été changé à 6 reprises par la compagnie aérienne. Et c'était très très compliqué. Tout était en train de se fermer. Donc là-bas, sur place, on était en train de se dire: est-ce qu'on continue notre reportage? Est-ce qu'on va dans d'autres villes, sachant qu'on n'a pas le droit de travailler? Est-ce qu'on rentre en France? Comment ça va être? On n'entend parler plus que du confinement. Déjà, on se disait niveau publication, ça va être compliqué. Donc, je ne suis resté que 8 jours à ronger mon frein, à avoir des déplacés partout et à pas pouvoir suivre vraiment l'essence de mon métier, quoi, à faire mes photos, à raconter mon histoire en images. J'aurais bien aimé. Et en parallèle de ça, on voyait toutes les nouvelles en Europe, en France et en Navarre, partout dans le monde, où le monde se fermait, quoi, parce qu'on était fin mars et le confinement allait arriver à l'échelle mondiale de toute façon. Bonjour, moi c'est Julien Girardot. Je suis né à Rennes. J'ai grandi à Saint-Malo, près de la mer, ce qui a toujours été une source d'inspiration et d'ailleurs m'a mené sur le projet Tara Océan, donc une expédition scientifique autour du monde. Et grâce à Tara, j'ai découvert la Polynésie, là où je me suis installé depuis près de 10 ans maintenant. Dans cette sélection de photos, il y a certaines photos qui ont été publiées dans un sujet qui s'appelle Les fermiers du lagon dans National Geographic France. Et également d'autres photos, notamment de pêche industrielle. Certaines ont été publiées dans Géo. Si j'ai choisi ce sujet de la pêche en Polynésie, c'est parce que pour les Polynésiens, le poisson, c'est quelque chose de très, très, très important. Ça fait partie de leur culture depuis la nuit des temps. Souvent, il y a un bateau de pêche dans la famille et ce pêcheur, en fait, va subvenir aux besoins de toute une famille en vendant localement, essentiellement. Mais il n'y a pas beaucoup de pêche industrielle ici, hein. C'est surtout dans les îles. Quand on dit dans les îles, c'est en dehors de Tahiti et Moorea qui sont les îles principales. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'aime aussi manger le poisson. Ici, on a encore de la chance, c'est encore plus ou moins préservé, même s'il y a des grosses pressions à la limite des eaux territoriales polynésiennes, avec énormément de bateaux hauturiers, des pêcheurs chinois qui viennent plus ou moins piller un peu les ressources.
Et ça, forcément, ouais, ça fait très peur au peuple polynésien. Ce que j'aime bien montrer également dans la photographie, c'est la beauté des détails. Et puis sur un sujet comme ça, comme les poissons, les fruits de mer, c'est vrai qu'il y a des détails absolument incroyables, comme on peut retrouver également dans la nature. Et forcément, ça touche tous notre sensibilité. Pour réaliser mes sujets, je commence déjà par discuter avec des gens dont j'ai entendu parler, parce qu'ils ont soit de la gouaille, soit ils ont une tronche, soit ils ont une expérience hors du commun. Et j'essaye avant tout de me lier d'amitié avec ces gens, passer du temps avec eux avant d'aller faire les photos et comprendre également leur vie, leur approche de la mer et beaucoup parler avec eux en fait. Parce que les photos, c'est une chose, mais quand on fait de la presse, il y a les mots derrière les photos et c'est aussi important pour moi que les images. C'est pour ça qu'une photo doit toujours être accompagnée d'une belle légende. Je trouve que c'est essentiel. Donc, je m'appelle Natacha Souris, je suis photographe freelance. J'ai été formée à la photographie publicitaire à l'école des Gobelins. Je suis passée ensuite par un stage de photojournalisme à l'EMI CFD. Et j'ai travaillé pendant 8 ans avec le collectif YouPress, qui m'a permis de vraiment pérenniser mon travail dans le milieu médical, parce que ma spécialité, c'est la photographie médicale et la photographie de la petite enfance également. Donc mon nom de famille, c'est Souris. Et effectivement, mon approche est simple, c'est arriver à se faire oublier de son sujet. Et c'est pour ça que je pratique beaucoup le travail avec les enfants, parce que les enfants ont cette capacité-là, si on sait les approcher et travailler avec eux, ils nous oublient. Le sujet est paru dans le magazine Family. C'est un sujet qui date un petit peu parce qu'il date de 2015. C'est une commande de la rédaction qui m'a été passée par la journaliste Claude Defailly, avec qui je travaille depuis 20 ans maintenant, et qui est partie d'un courrier des lecteurs d'une maman qui était affolée parce qu'on lui avait annoncé qu'elle allait accoucher par césarienne programmée et elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et elle avait très peur en fait de tout ce qui allait se passer. Et donc on a choisi de faire ce sujet pour détailler ce qu'était une césarienne programmée, étape par étape. Quand nous on est arrivés, tout était cadré, on avait les autorisations, la famille qui était d'accord, enfin le personnel était ok, il n'y avait aucun souci. Et on a été agréablement surpris parce que la famille, on a toujours un petit peu d'appréhension, c'est quand même très intrusif comme reportage et on ne sait jamais comment les gens vont réagir à notre venue. Mais là, c'était comme sur des rails, tout s'est bien passé et la famille était enthousiaste à l'idée qu'on soit là parce que c'était important pour eux et qu'ils étaient contents de pouvoir participer au fait de rassurer d'autres familles qui allaient vivre la même chose plus tard. Ce qui est beau à voir, c'est la collaboration et c'est cette synchronisation de personnes qui ont juste à se regarder pour savoir quoi faire et à quel moment, alors que ce qu'ils font, quand même, ils ont des vies entre les mains et ils en sont parfaitement conscients, mais ils ne le font jamais ressentir. Il n'y a pas d'angoisse ou de stress pour la personne qui vient accoucher, ça c'est juste formidable quand on est une future maman. L'hôpital, c'est vraiment un lieu où moi je me sens légitime parce que je viens valoriser ce qui est le travail des professionnels. Mon bâton de pèlerin à moi, c'est ça, c'est vraiment montrer ce qu'est le quotidien du personnel soignant et montrer à quel point il est important de préserver, de prendre soin d'eux et du service de santé qu'on a, la chance qu'on a d'avoir des hôpitaux en France tels qu'ils sont. Je m'appelle Olivier Denard, je suis photojournaliste et anciennement rédacteur aussi. Je travaille pour la presse française. Je fais partie d'une agence photo qui s'appelle Le Pictorium. Je suis plutôt l'actualité santé et santé publique et des sujets plutôt sociaux.
Nous sommes partis dans cette région du Pérou. Cette zone s'appelle La Pampa. C'est une centaine de kilomètres carrés dévastés. Malheureusement, pas l'une des seules. Et il y a d'autres encore mines illégales qui perdurent dans la région, notamment sur le fleuve Madre de Dios, où les barges illégales sont légion, alors que c'était légal. Cette région, en fait, est contaminée par le mercure. Les eaux sont contaminées entièrement. Et donc, c'était un sujet de santé publique aussi, qui n'est pas très pris en compte en fait par le gouvernement à l'heure actuelle. Cette zone était contrôlée par une mafia locale jusqu'en février 2019 et le gouvernement a envoyé en fait des militaires pour déloger tous les mineurs. Et depuis, la zone est entièrement contrôlée par les militaires. On a eu l'autorisation d'être avec les policiers et les militaires via une ONG qui intervient aussi sur le site. Donc on a pu rentrer grâce aux militaires sur cette zone. On ne peut qu'être impressionné parce que quand on rentre, on commence par la forêt. On est dans la forêt primaire, qui est une des plus riches en biodiversité. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Sur des hectares et des hectares de terrain, simplement une terre désolée, sableuse et remplie de lacs pollués au mercure. Le mercure est un poison silencieux dont les effets se voient à très long terme, si ce n'est chez des enfants ou des femmes enceintes. Mais là, pareil, comme il n'y a pas d'études épidémiologiques, les populations étant aussi très peu sensibilisées au problème, il est difficile de voir ces aspects-là. C'est un reportage qui a été financé grâce à une bourse obtenue par le Centre de journalisme européen via en fait, la fondation Bill Gates, qui attribue des bourses, et notamment là une bourse de sujets en santé. On est là effectivement en tout cas pour, je ne sais pas si c'est dénoncer, mais en tout cas montrer une réalité qui a différents aspects aussi, notamment en Guyane, effectivement, les mines illégales sont aussi un fléau environnemental et de santé publique. Il y a la même chose en Afrique, aux Philippines aussi. Enfin, ce problème-là, il est assez, malheureusement, touche tous les continents. Je m'appelle Simon Cohen, je suis photographe indépendant basé à Brest. Je suis collaborateur régulier de Bretagne Magazine, de Bretagne Économique, de la revue Il également. De par ma formation à l'école de photographie de Paris, j'ai toujours eu une appétence pour le photojournalisme à tendance humaniste, avec des ancrages assez clairs vers les grands maîtres que sont les photographes de l'agence Magnum. C'est la critique d'art Denise Delouche qui a proposé à la rédaction de Bretagne Magazine de faire un article sur ce peintre si particulier. Une première prise de contact, pas si évidente parce que Ricardo Cavallo est un peu déconnecté du monde. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui répond nécessairement au téléphone, c'est plutôt quelqu'un avec qui on échange des courriers à l'ancienne. Donc je crois que je suis rentré en contact avec lui par l'intermédiaire d'un de ses élèves. On a simplement décidé d'un jour où j'allais avoir la certitude de voir tout le panel de son activité, c'est-à-dire à la fois une part de travail en atelier, l'essentiel de son travail qui est la peinture sur le motif en extérieur, et enfin ce qui occupe 3 soirs chaque semaine de son planning, c'est diriger ses élèves à l'école Blémor. J'ai rejoint Ricardo à son atelier à Saint-Jean-du-Doigt, qui est une commune littorale qui se trouve au nord de Morlaix, dans le Finistère. Et de là, nous sommes partis sur les sentiers côtiers, lui harnaché de tout son attirail, c'est-à-dire à la fois le chevalet et les panneaux, les petits panneaux de bois de 30 cm sur 30 qui composent au final ces grandes fresques magistrales. Nous sommes partis sur la côte, qui est une côte très particulière parce qu'elle est composée d'une roche de gabbro. C'est la roche la plus ancienne que l'on puisse trouver en Bretagne. C'est 350 millions d'années. Ce paysage rocheux où l'homme n'a pas sa place, qui est hors du temps, ça suscite chez lui un questionnement profond. Une rencontre extraordinaire, une humanité formidable et puis une vision de son art que j'ai trouvée troublante, au point de me questionner moi-même sur ma propre pratique photographique. Ça correspond à un moment
particulier qui, d'une certaine façon, m'a libéré dans des champs photographiques que je n'avais pas explorés jusqu'à présent. Je m'appelle Vincent Gouriou, je suis photographe basé à Brest. Je collabore régulièrement pour la presse et donc parallèlement à ce travail de presse, je travaille aussi sur des sujets un peu plus personnels. Des sujets tels que la famille, redéfinir un petit peu les notions, questionner un petit peu qu'est-ce qu'est la famille aujourd'hui dans notre société, notamment par rapport au sujet de l'homoparentalité. Mais aussi le sujet du handicap ou de la communauté LGBT en zone rurale. C'est un travail personnel à l'origine que j'ai réalisé sur un couple une famille homoparentale qui a eu donc deux jumeaux, donc un couple de femmes, Anne et Véronique, qui ont eu deux jumeaux en 2013, nés d'une PMA. Donc elles sont allées en Belgique en fait une dizaine de fois quasiment avant de pouvoir avoir leurs deux enfants. C'est un sujet que je suis depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, quasiment jusqu'en 2020. Ce travail a intéressé Libération pour illustrer deux articles. Le premier donc sur le projet de loi relatif à la bioéthique quand il a été déposé à l'Assemblée, et puis cette année à nouveau quand il a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée. Je connais Anne et Véronique depuis plus de 15 ans maintenant. Et ce qui m'intéresse dans ce travail et dans toutes les autres séries, dans mon travail personnel, c'est d'aller justement dans l'intimité des gens, rechercher une proximité, et puis montrer des choses universelles dans la relation entre l'enfant, le parent, et travailler aussi sur des périodes très longues. Je les prends en photo dans leur chambre, dans leur cuisine, dans leur salon, et avec des gestes qui sont tout à fait anodins. Ce que j'aime, c'est obtenir un abandon de leur part, en fait, et un moment où je sens qu'on est vraiment dans le quotidien de la famille, de la personne, qui a un abandon vraiment, qui a plus de barrières, qui a plus de contrôle de l'image. Et après, ce qui est compliqué au niveau de cette frontière, de savoir jusqu'où on peut aller en fait, parce qu'on a quand même une responsabilité vis-à-vis des parents et des enfants par rapport à ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer. Donc on est toujours sur un fil en fait quand on travaille sur ce genre de sujets, dans l'intimité des gens, et surtout sur un sujet aussi sensible et délicat.